Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Grande nouvelle pour les Casablancais, la police administrative communale est désormais généralisée sur l'ensemble des 16 arrondissements de la ville. Une expérience pionnière qui vise l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la ville blanche. Nous irons également à la perle de la Méditerranée, Al-Husseima, qui attire d'année en année des touristes nationaux et étrangers en quête de détente et de farniente. Ses atouts naturels et ses infrastructures touristiques font d'elle une destination d'excellence. Florilège culturel, un festival qui se poursuit à Rabat, Ville Lumière, une programmation éclectique et alléchante. Dans ce journal, nous parlerons littérature. 4 livres ont été présentés au public. Cela concerne la religion et la musique andalouse notamment. Je vous disais en titre, la police administrative communale, une expérience pilote à Casablanca. Elle est désormais généralisée sur l'ensemble des 16 arrondissements de la ville. Une grande nouvelle pour les Casablancais car ce nouveau corps est doté de la mission d'améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants. Cela passe notamment par la modernisation des services publics et le respect de la législation réglementant tous les aspects de la ville urbaine. Hassan Zeki et Iman Ablou pour le commentaire. Après une expérience pilote testée et amplement réussie dans 5 arrondissements de la métropole, la police administrative communale déploie ses éléments sur les 16 arrondissements que compte la ville. Leur mission, mener un travail de terrain sur 3 fronts. La sensibilisation, le contrôle des non-conformités et la mise en exécution des lois et décisions réglementant la vie urbaine. Nous avons donné le coup d'envoi à la généralisation de la police administrative sur l'ensemble des arrondissements de Casablanca. Il s'agit d'organiser le domaine urbain et sensibiliser la population de la ville sur l'importance du respect des réglementations urbaines. Des mesures à caractère répressif sont également prévues en cas d'infraction à la loi. 3 domaines sont prioritaires pour la commune de Casablanca. Hygiène sanitaire, occupation du domaine public et urbanisme. Objectif escompté, améliorer la qualité de vie des Casablancais et faire respecter la législation régissant la vie urbaine. Nous allons procéder à la mise en exécution des sanctions prévues par la loi chaque fois que nous constatons des contraventions. Nous allons également inciter les citoyens à contribuer à la lutte contre les agissements illégaux. Gestion, accompagnement, suivi et évaluation des prestations du service public. Toutes les conditions sont réunies pour faire du développement durable et la qualité de la vie le pilier des tâches de la police administrative communale, un corps qui met l'élément humain au cœur de ses actions. Le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique dresse le bilan des actions de son premier mandat, un bilan positif couvrant la période allant de 2014 à 2019. Le Conseil est parvenu en l'espace de 5 ans à produire un travail d'une grande qualité, une qualité honorable des travaux dont des études, des rapports, des avis et des évaluations globales, sectorielles et thématiques, des travaux qui bénéficient d'une large reconnaissance de la part des institutions les plus prestigieuses sur les plans national et international. Des eaux cristallines, des vagues douces et un sable fin, voici le beau tableau que la nature dessine à Al-Husseima, un coin de paradis où il fait bon se détendre et profiter d'une bonne baignade en cette période estivale. La ville offre d'ailleurs une offre touristique très diversifiée. Il faut dire que dans la perle de la Méditerranée, chacun trouve son compte. Le farniente est pleinement savouré. Samir Barka, Hassan Tabahi et Zakaria Moqin Billah. Keimado, une des plus belles plages d'Al-Husseima. Grâce à sa situation stratégique et ses atouts naturels, la ville conjugue de façon harmonieuse la montagne, la forêt et le littoral. Un potentiel qui séduit les touristes qui affluent en nombre. C'est la première fois que je visite Al-Husseima. C'est une belle ville avec de magnifiques paysages. Je l'apprécie beaucoup, en particulier ses plages.
C'est notre première fois à Al Hoceima et on trouve que c'est vraiment une très belle ville. Ce que je trouve vraiment très original, en fait, c'est une ville relativement importante construite sur des falaises. Donc c'est vraiment très très beau et comme on a des falaises, du coup les plages, la mer est très très calme, les plages sont très très belles. Il y fait bon vivre a priori et voilà. La ville dynamise ses infrastructures hôtelières. Il faut répondre aux attentes d'une clientèle exigeante. Chez les Marocains de l'étranger, cette offre touristique trouve un large écho, en dépit de la saisonnalité. On voudrait que la fréquentation soit au rendez-vous toute l'année et pas seulement en été, car le chiffre d'affaires est réalisé pendant la saison estivale. On pourrait miser sur plus de lignes maritimes et aériennes. Des campagnes de communication sont nécessaires pour promouvoir la destination. Plusieurs actions sont indispensables pour favoriser le tourisme dans la région. Les routes entre Al Hoceima et Taza et Al Hoceima et Tanger devraient être restaurées. Les plages devraient être entretenues. L'activité économique de la ville dépend des recettes engrangées par le tourisme. Cela reste tributaire d'infrastructures hôtelières renforcées, d'atouts naturels valorisés et de tourisme culturel et écologique développé. Nador, une autre destination touristique incontournable. L'offre ne cesse de s'y renforcer grâce notamment à Marchik Ahmed. Marchik Ahmed qui célèbre d'ailleurs son 10e anniversaire. L'heure de faire le point sur les réalisations accomplies dans le cadre de ce grand chantier. Depuis son lancement en 2009, Marchik Ahmed a mis en œuvre une stratégie de développement novatrice et cela autour de la lagune de Marchika notamment. Une stratégie dont les contours ont été tracés par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Rachid Latabi, Mounia Marouche pour le commentaire. Les odeurs pestilentielles qui émanaient de la lagune de Marchika ne sont plus qu'un souvenir. Aujourd'hui, la lagune s'impose en tant que hub touristique par excellence, grâce à la dépollution de son site et la mise en valeur de ses potentialités naturelles. Des projets phares qui ont contribué au développement économique et social de la région. L'état de cette lagune était très dégradé et les habitants n'arrivaient plus à en profiter. Mais aujourd'hui, le site a pu retrouver son charme, ses richesses naturelles sont valorisées, le site offre un nouveau visage et attire des touristes venus des 4 coins du Maroc et même de l'étranger. Redonner vie à la lagune, protéger l'environnement et surtout améliorer le cadre de vie des citoyens. Ainsi, un intérêt particulier est accordé à la requalification et à la mise à niveau urbain. Plusieurs quartiers sous-équipés ont été restructurés et raccordés aux services de base, dont Tsarqah, Bouhrarou, Cha'ala, idem pour les communes d'Aqrman et Bninsar. Sur haute instruction royale, ce gigantesque projet est désormais un modèle de développement urbain très réussi. Plusieurs pays s'en inspirent. La mise à niveau de la lagune de Marchika fait partie du programme de développement durable du Grand Nador, redéployé dans le cadre du plan d'action 2014-2020. Un projet de grande envergure qui a nécessité un investissement d'1,5 milliard de dirhams. Le Royaume du Maroc s'est engagé en faveur de la promotion d'une approche de lutte contre le terrorisme et de prévention contre le terrorisme violent. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui à Nairobi la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, intervenant lors des travaux de la conférence régionale africaine de haut niveau sur le terrorisme. Mounia Bousta a précisé que cette approche qui conjugue de manière complémentaire et intégrée la dimension sécuritaire et militaire, la réalisation du développement économique et humain et la préservation de l'identité culturelle et cultuelle s'inscrit en droite ligne avec les orientations de la politique africaine voulue par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, prenant ainsi l'émergence d'un nouveau modèle de coopération sud-sud, à la fois agissante et solidaire et mettant le citoyen africain au centre de l'action commune. Crise soudanaise sous la houlette de l'Union africaine et après une longue série de pourparlers, le Conseil militaire et le mouvement de la protestation sont enfin parvenus à un accord devant tracer la feuille de route nécessaire en vue d'un gouvernement de transition. L'accord sera ratifié demain dans la capitale soudanaise Khartoum. Les deux parties concernées devraient également annoncer tous les détails relatifs à cet accord de paix. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie a repris son bâton de pèlerin, arrivé hier soir à Damas pour le
tournée dans la région, Geir Pedersen a qualifié de très bons les pourparlers qu'il a eus avec le ministre syrien des Affaires étrangères. Les deux parties ont convenu d'organiser une autre réunion. En revanche, aucune date n'a été annoncée. Dossier du nucléaire iranien, les Européens adressent un dernier avertissement à Téhéran. Ils appellent à redoubler d'efforts pour sauver l'accord historique de 2015. Accord conclu à Vienne entre l'Iran, les États-Unis et 6 pays européens, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais après le retrait de Washington, Téhéran s'était progressivement affranchi de certains de ses engagements. Guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, Pékin et Washington tentent d'apaiser les tensions. Les représentants commerciaux des deux pays ont tenu aujourd'hui une série d'entretiens pour justement dépasser l'impasse. Et si les deux pays semblent emprunter le chemin de la paix, c'était grâce aux déclarations tenues par leur président. C'était lors du G20, sommet tenu il y a 10 jours à Osaka, au Japon. Et c'est le moment de parler football lors de votre chronique quotidienne spéciale Cannes avec Boubacar Ben Ghavret. Boubacar, bonsoir. Bonsoir Nisrine. Alors Boubacar, les choses sérieuses ont commencé aujourd'hui avec le premier match comptant pour les quarts de finale, un match qui a opposé tout à l'heure le Sénégal au Bénin. C'est la dernière ligne droite pour cette Cannes 2019, donc premier match des quarts de finale. Eh bien, le Bénin n'a pas récidivé, comme face au Maroc. Il a employé la même tactique face au Maroc, c'est-à-dire qu'il a complètement verrouillé, avec un jeu stérile, planté fermé, les barbelés, comme on dit dans le jargon du football, face à une équipe sénégalaise qui a dominé de bout en bout cette rencontre. Le Sénégal qui met le pied donc en demi-finale puisqu'il s'est imposé 1-0 face à ce premier match des quarts de finale. Félicitations aux Sénégalais et une belle affiche, autre belle affiche, ce sera pour tout à l'heure, Nigeria, Afrique du Sud, deux grandes équipes avec une histoire footballistique quand même très très riche. Les deux équipes ont une grande histoire et un grand palmarès dans les compétitions africaines, le Nigeria et l'Afrique du Sud bien sûr. Les deux équipes se connaissent, c'est à 20h, le Nigeria qui essaiera bien entendu de prendre le dessus sur une équipe d'Afrique du Sud, il faut le dire, qui a été un petit peu très moyenne depuis le début de la compétition. Le Nigeria également, mais l'avantage est donné au Nigeria face à cette équipe sud-africaine. Et d'ailleurs, là, nous voyons sur ces images, ce sont les derniers entraînements de l'équipe du Nigeria qui affronte donc ce soir à 20h l'Afrique du Sud. On peut dire que les Sud-Africains sont parvenus à ce stade plutôt grâce à la modeste performance des Égyptiens pendant ce dernier match. Et Boubacar, demain, on aura droit à un autre match, toujours dans le cadre des quarts de finale, et ce sera Côte d'Ivoire-Algérie. Une belle affiche. Et je crois que c'est la plus belle affiche de ces quarts de finale, c'est la Côte d'Ivoire que nous avons d'ailleurs affrontée, qui jouera l'Algérie, un des prétendants au titre, et nous le disions, l'équipe la plus régulière depuis le début de la compétition, un match programmé à 17h. Et là, je vous propose d'écouter joueurs de Côte d'Ivoire qui espèrent bien entendu surmonter cette grande équipe d'Algérie, et puis l'entraîneur algérien Djamel Belmadi qui parle d'une équipe bien soudée, et pour lui il ne faut jamais parler de favoris dans une compétition africaine. On l'écoute. C'est vrai que depuis le début de la CAN, l'Algérie est vraiment costaud, en attaque comme en défense. Mais comme on l'a dit, c'est une nouvelle compétition qui commence. Et je pense que voilà, ça va être un beau match à voir, à disputer. Donc je pense qu'après, c'est les équipes, il y a 11 joueurs contre 11 sur le terrain. Et c'est un autre match, c'est une autre vérité. Donc pour moi, je sais que voilà, c'est une bonne équipe. Ils n'ont pas pris de but jusqu'à là. Ils en ont marqué beaucoup. Et je pense que voilà, faut attendre demain à la fin du match pour voir s'ils seront capables de rééditer les mêmes performances qu'ils ont eues dans les matchs précédents. Je répète, vous avez un souci avec dans votre champ lexical de favori, d'outsider. Je rentre pas là-dedans, moi, là, depuis le début.
Mais question conférence après conférence, on répète les mêmes questions. Faites preuve un peu plus d'imagination. Pour ce qui est de l'aspect psychologique, oui, on travaille là-dessus et on sera prêt, Inch'Allah. Et mention spéciale Boubacar à Jamal Belmadi, un homme qui a fait un travail extraordinaire au sein de l'équipe algérienne, qui lui a donné un souffle. Et je crois qu'il a compris un petit peu l'enjeu de cette Coupe d'Afrique. Il vient de le dire à l'instant, pas de favori. Donc il a travaillé peut-être le physique, la tactique, mais il a travaillé également le mental des joueurs. Et c'est ce qui a réussi à l'Algérie pour arriver à ce stade de cette compétition. Donc ça sera l'affiche, donc l'affiche de demain face à la Côte d'Ivoire. Et une autre affiche Boubacar programmée pour demain, elle a aussi sa particularité car elle va opposer les valeurs malgaches qui ont surpris, qui ont impressionné pendant cette CAN 2019, leur toute première CAN d'ailleurs, il faut le mentionner, et qui joueront ce match crucial quand même face aux Tunisiens. Les Tunisiens qui ont bénéficié d'un peu de bol, mais également d'un coaching gagnant. Coaching gagnant et beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Les Tunisiens n'ont pas vraiment brillé depuis leur premier match. Donc dans le cadre de cette Coupe d'Afrique, ils affronteront ce qu'on a appelé le petit poussé. Le petit poussé qui a presque tout réussi, même s'il est éliminé à ce stade de la compétition. On écoute d'ailleurs à ce propos Alain Giresse, l'entraîneur de la Tunisie, et surtout écoutez bien Nicolas Dupuy, l'entraîneur de Madagascar, ce qu'il dit. Le plus délicat, ça sera de rester concentré comme si c'était un adversaire habitué de ces compétitions. C'est un adversaire qui est dans une situation totalement euphorique. Leur CAN est déjà totalement réussi. Ça, on en est conscient. Donc, ce match-là sera encore très difficile à jouer, à appréhender. Et il faudra le prendre comme tel, en respectant cette équipe qui a fait de superbes résultats dans cette compétition. Donc ça, on est prévenu effectivement de l'adversaire qu'on aura en face de nous demain. Moi, mes joueurs ont fait des exploits. Il faut quand même retracer ça, je leur dirai une dernière fois, peut-être, ou une avant-dernière, j'espère. On est à notre première participation à la CAN. On gagne notre premier point contre la Guinée, on a fait la fête, un peu. On gagne notre premier exploit contre le Nigeria, c'est pas rien. On gagne le fait d'être premier de poule, c'est pas rien. On gagne notre possibilité d'aller en quart et d'avoir la fierté de jouer contre une grande équipe de Tunisie, c'est pas rien non plus. À un moment ou à un autre, ça s'arrête, mais on reste outsider. Déjà, nous, on a gagné notre CAN. Peut-être, Boubacar, que justement, vous disiez la leçon à retenir dans cette CAN, c'est qu'il n'y a pas de petites équipes et qu'il ne faut jamais surestimer le pouvoir de l'adversaire. C'est ça, Boubacar. Et l'entraîneur de Madagascar a tout résumé concernant, bien entendu, l'évolution de son équipe depuis le premier match. Une équipe à qui nous souhaitons tout de même bonne chance. Et nous terminons avec notre fameuse rubrique jargon footballistique. Et on commence avec un terme, Boubacar, qui nous vient d'une autre discipline, boxer dans le football, mais pas boxer sur un ring, boxer sur un terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Le seul joueur qui peut boxer, c'est le gardien. Voilà. Et l'action, c'est du gardien de but qui dégage le ballon à l'aide de ses poings. Ça s'appelle boxer. Voilà. Quel est le deuxième terme? Alors, le deuxième, c'est coup de chapeau. Un coup de chapeau qu'on pourrait attribuer à Madagascar, qui a réussi ce qu'elle vient de réussir. Mais là, c'est autre chose. Coup de chapeau, c'est marquer 3 buts au cours du même match. Et c'est ce qui est arrivé à l'Algérie. Je ne le savais pas, Boubacar. Je savais pour Manita, on dit Manita pour un match où 5 buts ont été marqués en référence à notre main qui compte 5 doigts. Et on termine avec un autre, c'est but fantôme. Alors, c'est un peu révélateur. But fantôme, c'est un but litigieux, un but qui a été validé, mais qui n'est pas... Il n'y avait pas le VAR à cette époque-là. Hein, et il y en a eu beaucoup dans l'histoire du football, Boubacar, que ce soit le football moderne ou contemporain. Et moi, je retiens ce match, même si je n'étais pas encore né, 86, Mexico, le but marqué par la main de Maradona face à cette équipe anglaise. Ça, c'est un but litigieux. Et en parlant de VAR, dernière chose, le VAR est entré en action à partir d'aujourd'hui dans ces quarts de finale. Très bien, Boubacar. Merci pour toutes ces informations. On vous retrouve demain. À demain. À demain.
Florilège culturel, un festival qui se poursuit à Rabat, Ville Lumière, avec un programme aussi riche que varié, où tout le monde trouve son compte, expositions, concerts musicaux et tables rondes. Et hier, le public avait justement rendez-vous avec la présentation de 4 livres, des ouvrages qui traitent notamment de la religion et de la musique andalouse. Découverte tout de suite dans ce sujet réalisé par Abdrahim Bencheikhi, encadrant la stagiaire Bakali Slma, avec le commentaire de Zakaria Moqin Billah. Regardez. Ce nouvel ouvrage du chercheur Mohamed Tamil Harraq traite de la valorisation de la pratique religieuse à travers le recours à la raison, à la spiritualité et à l'esthétique. Dans son livre Mubasatat fil Fikri wa Dhikr, l'auteur tente de rassembler des approches pratiques pour aborder des questions d'actualité. Ce livre traite de 3 thématiques, la raison, la spiritualité et l'esthétique. Il est nécessaire de développer une pensée islamique rationnelle basée sur des connaissances renouvelées et tirant profit des différentes sciences, comme c'était le cas lors de l'âge d'or de la civilisation islamique. Ou cet autre ouvrage de l'islamologue Abdallah Sharif Ouazzani. Ce qu'il faut connaître du Coran est un livre qui dénonce plusieurs fausses idées liées à l'interprétation du livre sacré. Un 3e ouvrage présenté lors de ce florilège culturel, La texture du chant andalou, une compilation des manuscrits d'Ahmed Lokili, rassemblés par Hatim Lokili et Driss Gdira. C'est une manière aujourd'hui de répondre aux extrémistes pour leur dire ce que vous prétendez aujourd'hui est archi faux et que le Coran parle d'amour, parle de respect, parle de vivre ensemble, parle d'altérité, parle de respect. Et ce sont les valeurs dont on a aujourd'hui le plus besoin pour vivre en paix, pour vivre en sérénité et pour vivre en progrès. Ce livre s'adresse aux passionnés, aux chercheurs et aux pratiquants de la musique andalouse. Il rassemble des textes de poésie originaux ainsi que ceux révisés par Ahmed Lokili. Le but de cet ouvrage est de rapprocher cet art du grand public. Organisé du 1er au 22 ce mois, la 3e édition du festival Florilège culturel comporte des expositions collectives, des spectacles de musique, des ateliers de peinture et des présentations de livres, ainsi que des conférences-débats sur plusieurs thématiques. Le jazz sha'bi s'invite au Moussem culturel d'Assela, un concept musical original imaginé par le jeune compositeur et saxophoniste marocain Othman Khelloufi. L'artiste s'inspire de tout, de la musique traditionnelle marocaine, du jazz, du reggae, du blues, de la world music. Bref, une fusion festive qui nous fait tout simplement savourer les petits plaisirs du quotidien. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Reda Abidi pour Araïsia. Quant à moi, je vous dis à bientôt, toujours avec grand plaisir.